Comme vous le savez, la France est super en retard dans tout ce qui concerne les violences psychologiques. Est-ce que vous le saviez ou pas? Je vous l'apprends, la France est super en retard. J'ai l'impression que tout le monde est dedans et que nous on arrive diplôme après tout le monde. Je vais vous montrer un document aujourd'hui que j'ai récupéré. Je ne sais pas de qui est ce document, qui ressemble à un extrait de mémoire juridique. Ce que je vais vous lire là-dedans a été tellement bien fait, on dirait quasiment un film. Ça te décrit précisément comment est-ce qu'un homme peut contrôler complètement sa femme à l'aide des enfants, à l'aide de l'argent et aussi à l'aide de la justice et de psychologues. Ça fait froid dans le dos. Alors en France, on en parle peu du contrôle coercitif. Le mot sonne pas forcément très simple. Coercitif signifie qu'il y a une contrainte, c'est un contrôle avec une forme de contrainte. Je vous propose qu'on lise ce document ensemble qui te décrit toutes les étapes par lesquelles un homme va contrôler sa femme. Et c'est ce qui fait que de temps en temps, tu vas tomber sur une femme qui dit « Je n'ai même pas envie de me battre ». Parce que l'homme aura utilisé toutes les stratégies là-dedans. Et je vous en supplie aujourd'hui, si vous connaissez des femmes qui sont dans ce cas de figure, de leur transmettre cette vidéo ou le document en l'occurrence. Je vais vous le lire, on va le lire ensemble. Le contrôle coercitif est une conduite calculée malveillante déployée presque exclusivement par les hommes pour dominer une femme, entremêlant des violences physiques avec 3 tactiques qui sont tout aussi importantes: intimidation, isolement et contrôle. À chaque fois que cette personne ou cet avocat, j'imagine, ou cet étudiant cite quelque chose, derrière, il y a la source de là où ça vient. Il est rendu possible par les inégalités entre les femmes et les hommes qui sont nombreuses, y compris économiquement et matériellement. On va voir que le fait d'avoir des enfants va venir totalement jouer son rôle dans la stratégie de la personne qui est l'agresseur. Le contrôle coercitif consiste non seulement en des actes de violence, mais surtout en différentes tactiques utilisées par les agresseurs pour contrôler leur conjointe, ex-conjointe aussi, on en reparlera, et les enfants, en les dépouillant de leur liberté psychologique et leur estime d'eux-mêmes. On en reparle encore une fois dans un instant. Ces stratégies peuvent inclure isolement, manipulation, dénigrement, critique, surveillance constante par les moyens technologiques dont on va parler aussi, harcèlement, même les plaintes faites à la police peuvent lui servir. Les stratégies procédurales, le non-respect des jugements et même des accusations contre ceux qui iraient aider la victime. Comme pour le pervers narcissique, si on les examine de manière isolée, ces stratégies, ces tactiques ne constituent pas spécifiquement des actes de violence ou d'actes criminels. Et c'est là qu'on arrive dans quelque chose d'important. Tous les faits pris séparément ne sont pas répréhensibles, mais l'intégralité montre une gigantesque volonté de nuire qui peut provoquer les pires drames dans une famille. Ce document dit enfin quelque chose dont je parle très souvent. Le contrôle coercitif est considéré tout aussi dommageable que les agressions physiques à l'égard du conjoint et peut détruire l'autonomie d'une victime et également des enfants du couple. Il y a un gros passage sur les enfants qui arrive dans un instant. Pour ceux qui aimeraient transmettre ce document à leurs avocats, parce que ce document tourne beaucoup en ce moment, je suis désolé, j'ai pas le document original, je n'ai que des photos prises à l'écran. Encore une fois, j'ai même pas le nom de la personne. J'ai cherché dans Google, j'ai pas réussi à retrouver qui avait écrit ça. On dit ici que son impact est dévastateur et similaire aux survivants d'expériences traumatiques chroniques. Je vous laisse lire plein de mots que je ne peux pas lire sur YouTube. Mais en tout cas, on voit que les effets de ce qu'on va voir dans un instant sont dévastateurs. On parle aussi de stress chronique parce que ce sont souvent des femmes qui sont dans un couple et qui vont vivre ça pendant des années, avec un stress qui va s'installer de manière grandissante en elles, mais aussi chez les enfants et dans tout l'entourage. Dans l'étude de Biderman en 1957, montre le caractère central de l'isolement de la victime, comme pour les pervers narcissiques, et des alliés potentiels pour éliminer les informations pouvant contredire celles du tortionnaire, donc de l'homme, et il faut que le tortionnaire soit le seul référentiel de la victime. Et on arrive à une première notion qui est très intéressante, c'est l'arrêt du stresseur, donc celui qui crée du stress, qui va permettre à l'organisme, donc de la femme, de commencer à se rétablir, parce que le fait de montrer cet homme de manière prolongée ou répétitive contribue à entretenir le stress. On va donc voir ce qu'il y en a dans un instant pour la femme et pour les enfants, si jamais le mari est toujours dans l'entourage. Je tiens à préciser qu'un psychologue ou une personne de la justice qui ne saurait pas ça aurait tendance à ne pas comprendre une victime. Et comme pour les pervers narcissiques, avant qu'on en parle il y a 5 ans, 6 ans,
Avant qu'on décrive le phénomène, il était difficile de comprendre une victime d'un pervers narcissique. Parce que chaque élément pris séparément n'est pas très grave, mais l'intégralité montre une autre photo. La suite, les effets du contrôle coercitif sont plus graves que ceux d'autres formes de violence conjugale. Donc ça signifie que ça dépasserait la violence ou les effets de violence conjugale dite classique. C'est un stresseur chronique répété avec une cascade d'effets. Une personne qui serait soumise à ça, que ce soit un enfant, une femme ou même un homme dans des cas plus rares, contient de nombreux facteurs de risque majeurs pour la santé mentale et physique. On va montrer par exemple dans ces études qu'il peut y avoir des risques de maladies cardiovasculaires à être tout le temps stressé ou surveillé ou en tout cas contrôlé par quelqu'un d'autre, des maladies auto-immunes et bien d'autres. Le corps réagit très mal à ce type d'environnement. Le cadre conjugal crée un contexte spécifique où l'agresseur exerce un schéma étendu de tactiques en ciblant non seulement la victime, mais aussi ses liens avec les êtres chers, comme la famille étendue, parents, cousins, cousines, enfants et même animaux de compagnie. Pour les femmes ayant des enfants avec leurs agresseurs, la séparation est plus complexe lorsqu'elle se produit. Parce que l'autorité parentale conjointe implique un maintien du lien qui peut surexposer à la violence. Il y a un enfant en commun, donc ce mari contrôlant pourra toujours potentiellement être présent. Donc prenons un exemple classique. J'ai mis beaucoup plus de procès dans une vidéo. Donc prenons un exemple classique qui ne se limiterait pas à cet exemple parce qu'il y en aurait plein d'autres. Un homme qui vient dire à sa femme qu'elle doit rester à la maison, puis la priver d'argent, puis la surveiller sur les réseaux sociaux, puis mettre des caméras à la maison, puis l'interdire de voir ses amis, puis commencer à monter ses enfants contre elle, puis commencer à monter ses enfants contre elle, se retrouve au final complètement dépendante et sous le contrôle d'un homme qui a toute autorité sur elle. Elle se retrouve isolée et incapable d'en sortir. Encore une fois, ça ne se limite pas à ce cas de figure, mais on va voir les conséquences de ce qui peut arriver. Ce sont des hommes qui peuvent aussi faire comprendre à la femme qu'elle n'a pas intérêt à utiliser la justice. Ces individus multiplient et détournent les procédures judiciaires pour garder le contrôle sur la victime. Et c'est ce qu'elles disent à chaque fois. Mon mari est plus fort que tout, la justice ne peut pas me sauver, ne pourra jamais m'aider là-dedans. Donc typiquement, admettons que tu sois isolé, tu ailles voir la police et tu dises que ton mari t'isole, que ce soit compliqué à la maison, que tu es contrôlé au quotidien. Si jamais un professionnel n'est pas formé à ces dynamiques de contrôle, il pourrait en venir à penser que la mère invente des violences pour écarter le père des enfants. Si par exemple le mari est plus à l'aise financièrement, il peut le chercher à enterrer sa victime sous des frais d'avocat, en exigeant par exemple de nouveaux documents, puis en mettant en place des interrogatoires, des conclusions dénigrantes. Ce document parle de la stratégie Darvo, qui en anglais donne Deny, Attack and Reverse Victim and Offender. Bref, ce qui donne en français quelque chose qui ne veut plus du tout dire Darvo, qui dit nier. Donc il va nier tous les problèmes. Il va inverser ensuite victime et agresseur. Ma femme cherche à m'enlever les enfants. Elle est en train de créer des procédures exprès. La femme se retrouve à la maison, coupée de tout le monde, sans argent, en découvrant qu'à chaque fois qu'elle veut entrer dans un combat juridique, ça coûte de plus en plus cher et surtout, elle est attaquée et chaque personne qui va venir la défendre sera attaquée également. Une psychologue dit « J'ai remarqué que les agresseurs ont tendance à harceler, à menacer et à transformer en cauchemar la vie de quiconque essaye de les tenir responsables de leurs propres actions ou de demander de changer de comportement. On leur demande de changer de comportement, ils vont t'attaquer, ils vont dénigrer, ils vont te harceler et te menacer. Ces attaques dont le but est d'intimider et d'instiller la peur se matérialisent sous la forme de menaces, d'actions en justice, des mises en cause directes et indirectes de la crédibilité des personnes critiques et ainsi de suite. On essaiera souvent de ridiculiser la personne qui demande des comptes. Tu essaies de défendre cette femme, on va soit la ridiculiser elle, soit les personnes qui la défendent. L'agresseur crée rapidement une impression générale qu'il est injustement attaqué alors que sa victime est en fait l'agresseur. Donc c'est vraiment, le jeu est complètement retourné. L'agresseur devient agressif et la personne qui tenterait de lui faire prendre ses responsabilités est mise sur la défensive. Et là on arrive dans un problème, tu te fais harceler à la maison, tu arrives face à la justice, monsieur a beaucoup d'argent et ces procédures donnent à l'agresseur l'occasion de poursuivre voire d'élargir son répertoire de comportements contrôlants et coercitifs pour mettre au silence les victimes, leur montrer que leurs droits
continueront d'être écrasés par les siens. Il peut lancer procédure sur procédure, tout aussi chère et tout aussi longue que ce soit, il n'en a rien à faire. La désobéissance de la victime continuera à être punie jusqu'à épuisement. Elles n'auront pas d'autre issue car la vérité sera vite sanctionnée face au récit triomphant de l'agresseur et c'est ce qui fait qu'elle n'aura ni justice ni paix. Encore pire, les entretiens avec les survivantes révèlent que les avocats des agresseurs étaient parfois complices de ces violences judiciaires, ce qui pose une question éthique majeure. Et là, on est dans quelque chose qui est très récent. Ces questions ont été soulevées, alors là on parle de 2018, d'autres études sont de 2022. On se rend compte que monsieur a un avocat ou une avocate qui va l'aider dans ses démarches juridiques à transformer la réalité. Et ça cause donc un souci de déontologie. Les auteurs relèvent également l'incapacité du droit et de la justice à censurer et à réglementer la violence judiciaire, ce qui donne carte blanche à l'auteur qui reste libre de poursuivre les tactiques de domination et de coercition, sachant qu'il est peu probable qu'il soit sanctionné à la fin par la justice. Il peut lancer autant de procédures qu'il veut, à la fin, au pire, il est débouté, qu'importe pour lui, il peut recommencer juste après, et il n'y a aucune sanction derrière. Et ce dont on parle peu aujourd'hui, c'est que il y a des pratiques et des réponses qui sont malheureusement, alors encore une fois, ça reste très récent, mais qui sont inappropriées par les professionnels, y compris juges, avocats, protection de l'enfance, etc. Ce qui vient finir par produire une victimisation secondaire des victimes. Non seulement les victimes du mari, en plus, l'administration ne joue pas pour elles. Les spécialistes ont également constaté que les affaires de harcèlement devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants est l'un des moyens les plus efficaces d'apparence légale qu'utilisent les hommes contrôlants et coercitifs pour écraser les droits de la femme et des enfants, continuant d'attaquer les ressources financières des femmes. Et donc, dans ce contexte, ils poursuivent ces attaques pendant de longues années en appauvrissant et en dégradant les droits et la santé des femmes et des enfants, on va en parler dans un instant, elles finissent par perdre leurs ressources, leur santé et souvent leurs enfants, ce qui ressemble à de la torture. Parce que si la justice et l'argent sont utilisés pour contrôler la femme, il y a aussi les enfants qui sont largement utilisés. Alors, encore une fois, on parle dans un cas qui est majoritairement des hommes contre les femmes, mais pas à 100% non plus. Le contrôle coercitif se manifeste pour les enfants conjointement et similairement à celui qui s'exerce sur les femmes. L'éducation des enfants et la relation du contrôlant coercitif avec eux inclut souvent des moyens de contrainte assortis. Par exemple, il y a des récompenses conditionnelles et démonstratives. Et également, en parallèle des récompenses, il y a beaucoup de négligence ou de pratiques éducatives irresponsables. Ce type de père ou de beau-père déçoit les enfants et se montre imprévisible et surtout omniprésent. Même absent, il continue de développer chez eux la peur permanente qu'il apparaisse, notamment par des moyens technologiques de télésurveillance et de pression. Internet est tellement simple pour contrôler et pour observer quelqu'un aujourd'hui. Un père contrôlant peut s'autodécrire comme victime en plaçant les enfants dans un lien affectif conditionné par leur loyauté envers lui, dont sa propre survie en dépendrait. Il peut utiliser des formes plus ou moins subtiles de ce chantage affectif pour les conduire à bousculer le modèle éducatif établi par la mère au profit d'une éducation où le contrôle et la coercition sont banalisés. Et donc de manière bien évidente, ce type de personnage maintient les enfants dans un contexte d'insécurité où lui seul a le contrôle dans les relations d'attachement. Dans ce cas de figure, la question pour l'enfant n'est pas un conflit de loyauté, mais l'utilisation d'un répertoire tactique de contrôle coercitif pour obtenir de l'enfant une réponse comportementale qui servirait l'intérêt de l'agresseur. Certains enfants résistent, d'autres s'adaptent en changeant de comportement, pouvant émettre des demandes en faveur du parent violent dans un souci de sécurité. Papa est violent, maman est déprimée et triste. Pour survivre, moi en tant qu'enfant, pour survivre, je vais me mettre plutôt du côté du père. Ce qui a une forme de logique réellement. Donc soit l'enfant va du côté du parent violent, soit du côté de la mère. Ces enfants, loin d'être des témoins passifs, sont les victimes directes et des survivants du contrôle coercitif au même titre que leur mère victime. Le stress chronique généré par le contrôle coercitif affecte gravement et durablement la santé psychosociale des enfants, le développement précoce de leur cerveau, soucis dans le système nerveux, immunitaire, leur identité, l'apprentissage et la performance intellectuelle, les aspects cognitifs, affectifs, émotionnels, comportementaux, le développement des relations, risque de violence. Voilà, ça fait froid dans le dos. Voici un aperçu du fonctionnement, des conséquences, des stratégies à long terme. Même lorsque les gens se séparent, le contrôle continue. Et je compte sur vous pour que ce soit largement transféré aux personnes, notamment aux femmes qui en ont besoin aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut à tous. Bye.